Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Je me présente, je suis Valérie Pasquier, associée PKF Arcelon. Je co-anime les offres nationales Paye RH et Digital RH. Nous avons souhaité vous présenter un thème dans l'air du temps, à savoir les nouveaux enjeux de l'organisation du temps de travail. Aujourd'hui, l'organisation du temps de travail et la flexibilité sont des critères importants pour les salariés. Reste à savoir comment, vous, employeurs, vous pouvez les adapter tout en prenant en compte l'activité de votre entreprise, les contraintes économiques ainsi que son fonctionnement. Au préalable, je vais vous présenter en quelques diapositives PKF Arcelon, nos expertises ainsi que nos valeurs. PKF Arcelon, c'est 930 collaborateurs, auxquels s'ajoutent un peu plus de 70 associés avec un excellent maillage territorial, puisque nous avons 30 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire français et nous dégageons un chiffre d'affaires de l'ordre de 93 millions d'euros. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de structuration, de développement et de transformation de vos entreprises. Nous sommes présents sur des enjeux d'expertise comptable, de paye, de ressources humaines, de formation, d'audit, entre autres. Ces multiples expertises nous permettent de suivre plus de 20 000 clients, que ce soit des PME, des TPE, des ETI ou encore des groupes internationaux. Vous pouvez aussi lire sur ce document que nous maîtrisons un nombre varié d'expertises sectorielles qui vont des associations, en passant par les vins et spiritueux, pour aller jusqu'à l'automobile. Je vais plus particulièrement vous présenter notre offre Paye RH, dite Solution 360, qui peut être classée en 4 grands thèmes. Le premier thème concerne la paye dite classique. Il s'agit de l'externalisation de la paye. Nous pouvons aussi, lorsque vous avez des compétences en interne, vous mettre à disposition notre outil paye, s'il a est, afin de produire en toute autonomie nos bulletins. Il s'agit de la paye assistée. Nous pouvons aussi intervenir sur vos propres systèmes de paye si besoin. Il s'agit de la gestion déléguée. Le second thème que nous pouvons vous proposer et qui peut être lié ou non à la paye, il s'agit du conseil. Conseil en matière sociale, dans les relations individuelles ou collectives, ou encore de l'audit social. Lorsque nous parlons d'audit social, le champ est vaste, puisque nous pouvons vous proposer de l'audit de vos contrats de travail, de l'audit d'acquisition, de l'audit de paye, voire de l'audit organisationnel de vos fonctions paye RH. Nous vous proposons aussi l'offre Digital RH. Il s'agit d'une offre d'accompagnement dans le choix d'un outil SIRH ainsi qu'un accompagnement dans la mise en place de cet outil. Lorsque nous parlons d'outils SIRH, nous pouvons parler de la gestion de temps, la gestion des notes de frais, des entretiens professionnels, de l'analyse des données ou encore de la gestion des absences. Et notre dernière offre regroupe tous les travaux relatifs aux ressources humaines avec l'administration du personnel, la gestion des CSE, la gestion du plan de formation, la mise en place d'accords d'entreprise ou encore des chartes de télétravail par exemple. Je ne serais pas complète si je ne vous parlais pas de notre offre de formation avec la PKF Academy qui peut vous proposer des formations tant outils que métier de la paye, voire des formations RH. Je terminerai mon introduction par 3 grandes valeurs qui animent PKF Arcelon, à savoir la conviction, en bousculant les codes, l'esprit de communauté, progressons ensemble, et enfin l'intégrité. Et oui, restons humains. En termes d'organisation, cette présentation va durer environ 1h30. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons dans la mesure du possible, étant donné que nous sommes nombreux à participer à cette présentation et je vous en remercie. En tout état de cause, nous reviendrons individuellement vers vous si nous n'avons pas pu répondre à vos questions. Le support vous sera remis à la fin de la présentation et je laisse maintenant la parole à Tiffany Pedro, Aurélie Fierla-Lavilla et Céline Calvera, qui sont 3 de nos talentueux juristes en droit du travail. Merci Valérie pour cette présentation. Bonjour à tous. Alors, on va aborder dans le cadre de ce webinaire différentes thématiques qui ont trait à l'aménagement du temps de travail, à la durée de travail, à de nouveaux modes d'organisation du temps de travail. Donc, on a essayé d'axer notre approche autour de deux thématiques. Donc, plus de flexibilité dans la gestion de son temps de travail, avec différentes options qui s'offrent à vous et que vous pouvez mettre en place. Et puis, l'autre axe, ça va être plus de temps pour la vie personnelle, avec d'autres dispositifs qui existent et qui vont être vus par nous trois, là, ce matin.
Alors, on commence par l'aménagement du temps de travail. Donc, c'est un dispositif qui est nouveau depuis 2008, enfin, qui a été, en fait, qui vient remplacer les anciens dispositifs de modulation du temps de travail, de temps partiel modulé, de travail par cycle, pour laisser plus de place aux partenaires sociaux, pour avoir plus de liberté sur les modalités d'application de ces aménagements du temps de travail. Donc, la petite particularité, c'est que les anciens régimes dits modulation du temps de travail que vous pouvez retrouver dans vos conventions collectives sont toujours applicables tant qu'elles n'ont pas été dénoncées ou révisées. Donc, on peut encore les utiliser. Vérifiez bien que elles sont encore applicables et non pas dénoncées ou révisées par les partenaires sociaux de la convention de branche. Donc, concernant l'aménagement du temps de travail qui existe donc, depuis la loi de 2008, on peut dire qu'on a deux systèmes qui se distinguent. Donc, premier dispositif, c'est l'annualisation du temps de travail avec fluctuation du temps de travail d'une semaine à l'autre ou en tenant compte des périodes de haute activité et de basse activité de la structure. Donc là, ça veut dire que votre horaire de travail, il va varier. Il ne sera pas de 35 heures. Il sera une semaine à 40 heures, une autre semaine à 25 heures. Le tout, c'est que pour un temps complet, il faut qu'à la fin de l'année, donc c'est une période, en principe, on utilise la période de 12 semaines, mais ça peut être une période inférieure, mais on part sur 12 semaines. Donc en moyenne, vous devez avoir une durée annuelle de travail de 1607 heures, ce qui correspond à 35 heures. Donc, pour un temps complet, hein, bien sûr. Donc, on doit transmettre un planning prévisionnel, évidemment, aux salariés pour qu'ils sachent à peu près les périodes d'activité, de haute et de basse activité. Et donc, le principe de cet aménagement du temps de travail, c'est qu'on a une rémunération qui est lissée. Donc là, sur notre exemple, c'est sur la base de 35 heures par semaine. Donc, il n'y a pas d'heures supplémentaires qui sont versées. Le salarié peut réaliser 40 heures par semaine. On n'a pas à lui verser ou à lui payer les 5 heures supplémentaires sur une semaine qu'il peut réaliser sur le mois considéré. Donc, les heures supplémentaires dans ce système-là, dans ce dispositif, elles sont calculées à l'issue de la période de référence. Donc là, dans notre exemple, on est sur 12 mois. Donc, on va regarder toutes les heures supplémentaires qui ont été réalisées à l'issue de cette période. Et en fonction, si on a effectivement dépassé les 1607 heures, c'est à ce moment-là que l'on devra régler les heures supplémentaires au-delà de ces 1607 heures. Il y a une petite exception, c'est quand vous prévoyez dans votre accord d'entreprise une limite haute pendant les périodes hautes d'activité. Par exemple, on peut indiquer qu'on ne dépassera pas 42 heures par semaine. Donc, ça veut dire que dans votre planning prévisionnel, vous allez avoir une limite de 42 heures sur une semaine considérée. Mais si vous avez un pic d'activité sur une semaine et que vous devez dépasser les 42 heures, donc cette limite haute, c'est là où effectivement, si le salarié va faire 44 heures, vous lui devrez 2 heures supplémentaires et ces 2 heures supplémentaires-là, donc 43e et 44e heure, devront être rémunérées sur le mois où elles ont été réalisées. Donc ça, c'est la petite particularité si on dépasse la limite haute qu'on aura fixée préalablement. Ce dispositif est également ouvert aux salariés à temps partiel, donc ça, on peut le mettre en place. Le deuxième dispositif d'aménagement du temps de travail qui peut également être mis en place et qui est assez plébiscité, c'est donc la mise en place de l'aménagement du temps de travail avec des jours de repos qu'on appelle en général les RTT. Donc là, le principe, ça va être qu'on va fixer une durée collective fixe de travail de, par exemple, 37 heures. Donc, on vous a donné 2 exemples pour que ce soit un peu concret. Donc, vous pouvez dire, mes salariés, on va les faire travailler 37 heures par semaine. Plutôt que de leur payer les heures supplémentaires, on va préférer leur donner du temps de repos. Et donc, les 2 heures supplémentaires, la 36e et la 37e heure, on va les compenser par ce qu'on appelle des jours de RTT. Alors, ça correspond dans notre exemple à environ 12 jours de RTT par an. Et donc, on conseille également de les acquérir mensuellement pour que ce soit bien étalé sur l'année, que vous ne vous retrouviez pas avec beaucoup de RTT à devoir poser en fin de période.
Donc là, dans notre exemple numéro 1, la rémunération est lissée sur 35 heures, mais par contre, vous faites bénéficier à vos salariés de 12 jours de repos complémentaires en plus. Dans le deuxième exemple qu'on vous propose, là, on a fixé une durée hebdomadaire de 37 heures. Et donc, les salariés, pardon, de 39 heures. Donc, les salariés travaillent 39 heures par semaine. Donc, on a la possibilité d'envisager de payer une partie des heures au-delà de 35 heures. Donc là, dans notre exemple, on a la 36e et la 37e heure qui seront payées au taux majoré. Donc, chaque mois, on aura une ligne sur le bulletin avec heures supplémentaires, donc ces 2 heures-là, au taux majoré. Et puis, la 38e et la 39e heure, on peut décider de les transformer en RTT. Donc, ce qui permettra aux salariés d'avoir des heures supplémentaires rémunérées et des jours de repos au titre de cette annualisation du temps de travail. Et donc là, la rémunération sera effectivement lissée sur la base de 37 heures par semaine. Alors, on a également la possibilité, depuis janvier 2022, de monétiser les jours de RTT. Donc, dans le cadre de l'exemple de l'aménagement du temps de travail avec monétisation de jours de RTT, ça peut être intéressant si on constate que les salariés ne peuvent pas prendre toute leur RTT du fait de l'activité qui ne permet pas de prendre la totalité. Et donc, ils ont donc la possibilité de demander à leur employeur de renoncer à ces jours de RTT pour pouvoir se les faire rémunérer. Donc, dans ce cadre-là, il faut bien évidemment l'accord de l'employeur. Les jours de repos devront faire l'objet d'une majoration, comme pour les heures supplémentaires, donc avec le même taux de majoration des heures supplémentaires. Et donc là, il y a un avantage social et fiscal à mettre en place cette monétisation, puisque il y a une réduction de cotisation pour le salarié sur les heures supplémentaires. On applique le droit à la déduction patronale pour la part patronale, et il y a une exonération d'impôt sur le revenu qui peut aller jusqu'à 7 700 € par an et par salarié. Donc, pour le moment, ce dispositif est temporaire puisqu'il est applicable jusqu'au 31 décembre 2025. Alors, comment on peut mettre en place cet aménagement du temps de travail? Donc, le principe, c'est qu'il faut le mettre en place par accord d'entreprise. Alors, un accord d'entreprise, tout dépend de votre situation. Si vous avez un délégué syndical, si vous êtes plus de 50 salariés, vous pouvez avoir un délégué syndical. Donc, il faudra le négocier avec votre délégué syndical. À défaut, on peut le négocier avec un salarié mandaté par une organisation syndicale, ou bien le CSE. Ou alors enfin, dernière option, ce sera le référendum où les salariés voteront sur le projet d'accord que vous leur proposerez. Et donc, il faut que vous ayez la majorité des 2/3 d'avis favorables en fait, du personnel pour pouvoir le mettre en place. Donc, comme je vous le disais, donc, on met en place par accord d'entreprise. Si ce n'est pas possible de le mettre en place par accord d'entreprise et que votre convention collective prévoit l'aménagement du temps de travail, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de le mettre en place par DUE, par décision unilatérale de l'employeur, qui s'impose du coup aux salariés. Alors, il y a des règles à respecter, notamment sur les périodes de référence. Tout à l'heure, je vous parlais de 12 mois, mais si on le met en place par décision unilatérale, on sera limité par notamment, donc s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, on sera limité. Donc là, je vous ai indiqué les périodes maximales d'aménagement du temps de travail. Donc, l'avantage également, c'est qu'il n'y a pas de modification du contrat de travail, donc vous pouvez l'imposer à vos salariés. En revanche, il y a une consultation du CSE lorsqu'on le met en place par décision unilatérale à faire obligatoirement. Et donc, on informe également l'inspection du travail. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients à mettre en place l'aménagement du temps de travail? Donc, l'avantage, c'est que quand on met en place par accord d'entreprise, on peut déroger aux règles que l'on retrouve dans la convention collective. Donc, même si l'accord d'entreprise est moins favorable aux salariés que l'accord de branche. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet uniquement. Ça veut dire que donc pour les salariés à temps partiel, il faudra nécessairement envisager un avenant à leur contrat de travail pour
obtenir leur accord sur cet aménagement du temps de travail à temps partiel. Ça permet d'adapter le temps de travail, la gestion du temps à l'activité de l'entreprise et donc au changement de rythme. Notamment quand il y a une activité saisonnière, ça peut être très intéressant de mettre en place l'aménagement du temps de travail. Ça permet d'accorder évidemment des jours de repos. Donc quand il y a des périodes de basse activité, que vous n'avez pas besoin que vos salariés soient occupés à raison de 35 heures, il est possible d'envisager que des semaines soient réalisées sur la base de 4 jours par semaine, par exemple, ou même moins. Ça peut arriver qu'on soit à moins. Et puis ça permet également de réduire le recours aux heures supplémentaires puisque donc soit on a un aménagement fixe, donc elles sont déjà prévues et donc elles sont remplacées par du repos, soit on a un aménagement variable en fonction de l'activité et donc les heures au-delà de 35 heures sont intégrées dans le décompte des 1607 heures et donc vous n'avez pas à régler d'heures supplémentaires. Donc c'est un dispositif qui est assez intéressant à mettre en place, effectivement. Les inconvénients, ça va être le suivi rigoureux des temps de travail de vos salariés, ça c'est un nécessaire. On va l'aborder notamment, le contrôle du temps de travail avec Céline un peu plus tard, qui est un élément extrêmement important, qu'on ne met peut-être pas suffisamment en place, mais il existe des outils pour suivre le temps de travail. Et effectivement, l'aménagement du temps de travail, il faut être assez rigoureux sur le suivi de temps de travail de vos salariés. Et puis enfin, l'inconvénient, évidemment, ça va être la mise en place de cet aménagement du temps de travail où il va falloir le cadrer juridiquement et donc rédiger l'accord d'entreprise, fixer les modalités d'application, les conditions pour bénéficier de cet aménagement du temps de travail. Donc ça va être un document très important et qui peut être lourd, de conséquences. Donc il faut bien le préparer et bien le rédiger. Donc, je laisse la parole à Céline qui va nous parler des forfaits annuels en jours. Je te remercie, Tiffany. Alors, le forfait annuel en jours, c'est également un dispositif d'aménagement du temps de travail qui, lui, pour le coup, est très, très encadré. Alors, il n'est pas tout jeune, il n'est pas très vieux non plus, puisqu'il est issu, en fait, de la loi Aubry de réduction du temps de travail. Donc, c'est un dispositif qui a un peu plus de 20 ans et qui a connu de nombreux mouvements et de nombreux contentieux. Je vais vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Je pense que bon nombre d'entre vous connaissent déjà. Par rapport au dispositif que vous a présenté Tiffany, on ne raisonne plus en heures dans le cadre du forfait annuel en jours, mais en jours. Donc, on considère que le salarié va travailler 218 jours par an avec un maximum de 235 jours par an. Donc, on n'a plus de décompte de la durée du temps de travail en heures et la rémunération est lissée sur l'année. Donc, notre salarié, avec ces 218 jours par an, il bénéficie, alors non pas de jours de RTT, puisque les jours de RTT, c'est des jours de réduction du temps de travail, mais il va bénéficier de jours de repos. Alors, ne soyez pas étonnés d'entendre parler de jours de RTT pour les cadres, parce qu'en fait, c'est un abus de langage. Et au lieu de parler de jours de repos, effectivement, on a pris l'habitude de parler de jours de RTT. Mais j'insiste un petit peu parce que ces repos n'ont pas la même nature que les jours de RTT prévus dans les accords d'aménagement du temps de travail. Alors, qui peut bénéficier d'un forfait annuel en jours? Qui est concerné? Alors, déjà, pour le coup, la mise en place du forfait annuel en jours nécessite 2 cadres légaux avant de se lancer. Tout d'abord, d'avoir un accord d'entreprise ou un accord de branche qui le prévoit. Et ensuite, de conclure ce qu'on appelle une convention individuelle de forfait en jours. Donc, soit c'est une clause dans le contrat de travail au moment de l'embauche relative à la durée du travail qui va prévoir cette durée en jours, soit tout simplement c'est un avenant si le salarié n'en bénéficiait pas par le passé. Et autre critère très important, c'est que tous les salariés ne peuvent pas être en forfait jour. Ça ne concerne que les salariés qui bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail.
Donc, en principe, c'est très souvent des cadres, mais certaines conventions collectives, notamment la métallurgie, ouvrent le bénéfice du forfait jour à des salariés non cadres, dès lors qu'ils bénéficient d'une autonomie suffisante, qu'ils organisent leur journée de travail comme ils le souhaitent. Cela veut dire en fait que les cadres en forfait jour n'ont pas d'horaire prédéfini. On peut pas exiger, alors on peut exiger d'un cadre qui soit à l'heure à ses rendez-vous, enfin d'un forfait jour, notamment pour les techniciens d'intervention qui soient à l'heure à ses rendez-vous clients. En revanche, on ne peut pas lui imposer d'être présent sur site de 9h à 18h. C'est vraiment le critère de l'autonomie. Alors, pour la mise en place, l'accord de mise en place, donc que ce soit dans une convention collective ou un accord d'entreprise, il devra prévoir un certain nombre de mesures, notamment les calculs de rémunération en cas d'entrée et de sortie en cours d'année, le calcul de la rémunération quand il y a de la maladie également au cours du mois concerné. Il devra également prévoir des mesures pour limiter et s'assurer du suivi de la charge de travail. Il faut également respecter l'amplitude et le repos quotidien, c'est-à-dire que le forfait jour, il doit avoir minimum ses 11 heures de repos quotidien et donc en gros une amplitude de journée de travail de 13 heures. Également, s'assurer du droit à la déconnexion. Et il y a une obligation, donc là, qui est prévue, qui a été rajoutée par le législateur dernièrement, de réaliser au moins 1 à 2 entretiens sur la charge de travail. Donc, la mise en place. Alors, soit vous dépendez d'une convention collective qui autorise et qui a un accord à l'intérieur, en fait, avec des dispositions sur le forfait jour et qui prévoit également les salariés qui peuvent en bénéficier. Par exemple, dans Syntec, c'est les cadres à partir du niveau 3. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez l'appliquer directement en suivant toutes les recommandations, toutes les dispositions de la convention et en faisant un avenant au contrat de travail des personnes éligibles. Soit vous n'avez rien dans votre convention ou vous souhaitez l'étendre à d'autres catégories quand c'est limité. Dans ce cas-là, il faut faire un accord d'entreprise. Et autre point d'attention, c'est qu'il y a des conventions collectives qui sont anciennes, qui ont des accords qui portent sur le forfait jour, qui n'ont pas fait l'objet de litiges et qui donc sont à ce jour encore considérés comme valables. Et bien depuis 2016, quand il manque des mesures, notamment sur le droit à la déconnexion, parce qu'évidemment, au début des années 2000, le droit à la déconnexion, on n'en parlait pas beaucoup, puisqu'on était beaucoup moins connectés. Et bien dans ce cas-là, c'est à l'employeur de prendre les mesures pour combler un peu les lacunes de l'accord et de prendre ces mesures de manière unilatérale. Donc il faut être vigilant et s'assurer du contenu de l'accord. Mais depuis 2016, en fait, le législateur a énormément assoupli, c'est-à-dire que si un accord n'est pas tout à fait valable, à ce moment-là, on peut le compléter par des mesures unilatérales. Alors également, en forfait jour, il y a possibilité donc, de travailler jusqu'à 235 jours par an. Il faut savoir que le delta de 218 à 235 jours par an, dans ce cas-là, il faudra prévoir des majorations de salaire. C'est considéré comme si c'était des jours supplémentaires. Donc, ça peut générer un gain financier pour le salarié qui ne souhaite pas profiter de ces 9 à 10 jours de repos par an. Le nombre de jours de repos chaque année, en fait, il est recalculé puisqu'on n'aménage pas le temps de travail comme avec des heures. Donc, chaque année, on va regarder le nombre de jours fériés dans l'année. On va déduire les 25 jours de congés payés. On va déduire les 104 samedis, dimanches. Et en fonction du nombre de jours fériés qui tombent sur un jour normalement travaillé, eh bien, ça va nous donner le nombre de jours de repos. Donc, en moyenne, c'est entre 8 et 10 jours de repos. Mais chaque année, en fait, il faut refaire le calcul. Ce qui est très important avec le forfait jour, c'est le suivi de la charge de travail, l'autonomie à laisser et également de veiller au respect du repos et du droit à la déconnexion. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ces forfaits jours font l'objet d'un contentieux abondant et pas plus tard que hier, j'avais encore une décision de cour d'appel entre les mains où une entreprise avait été condamnée puisque sa convention individuelle de forfait en jour avait été jugée nulle puisque la salariée n'avait pas bénéficié des garanties en fait attachées au droit au repos et au suivi de la charge de travail. Donc, je pense que j'ai tout expliqué. On peut passer au sujet suivant. À moins qu'il y ait des... Je vois qu'il y a des questions. Je vais y répondre dans le chat. Donc, les avantages... Ouais, voilà.
Oui, donc rapidement sur les avantages du forfait annuel en jours, c'est que effectivement, on a plus d'heures supplémentaires à décompter et donc à rémunérer. Donc c'est c'est un gain déjà en termes de gestion et puis c'est un gain financier. Et les risques principaux, effectivement, comme je disais, c'est le risque de contentieux. Du coup, on peut passer à la thématique suivante, qui concerne donc la flexibilité des horaires. Donc ça, c'est un autre dispositif donc qui est également très intéressant, puisque vous allez permettre à vos salariés d'adapter leurs horaires de travail, mais tout en respectant le cadre contractuel qu'on leur a fixé, donc X heures de travail sur la semaine. Mais dans ce cadre-là, vous allez leur permettre une certaine flexibilité, et notamment sur les heures d'arrivée, de départ, de prise de pause déjeuner, dans le cadre de la flexibilité des horaires. Alors, qu'est-ce que ce dispositif? Donc, on va fixer des plages horaires fixes où la présence du salarié est obligatoire. Donc là, dans l'exemple, on a pris plage fixe de 10h à midi et de 14h à 16h. Donc, pendant ces périodes-là, il doit être présent soit sur site, soit en télétravail. En tout cas, il doit être à disposition de l'employeur. Et puis, vous allez également devoir prévoir des plages mobiles où le salarié est libre d'organiser son temps de travail comme il le souhaite. Le tout, c'est qu'à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, le principe, il est là, c'est qu'il soit bien dans son cadre contractuel, par exemple 35 heures. Voilà. Donc, ça va lui permettre d'arriver plus tôt le matin ou de venir plus tard le matin également, de partir plus tôt, de partir un peu plus tard le soir et de s'organiser ces semaines de travail. Donc, c'est un dispositif qui est vraiment intéressant. Il y a également la possibilité de reporter les heures qu'il n'aurait pas pu faire sur une semaine considérée sur la semaine suivante. Donc ça, c'est également possible, on peut le prévoir. Il faut également prévoir certaines limites. Il y a des conventions collectives qui prévoient ces limites-là. Mais sinon, il faut le prévoir par accord d'entreprise. Le dispositif légal permet de reporter 3 heures d'une semaine à l'autre et 10 heures en cas de cumul de report, ce qui peut être quand même intéressant. Dans le cadre de ce dispositif, du coup, l'autre avantage, c'est que vous n'avez pas d'heures supplémentaires en principe. Il n'y a pas d'heures supplémentaires qui sont calculées, puisque les heures qui sont reportées sont des heures de la semaine précédente et donc ne constituent pas des heures supplémentaires. Et donc, les heures reportées par libre choix ne sont pas rémunérées, ce que je vous disais, en heures supplémentaires. Donc, ce système-là peut être assez intéressant dans le cadre de la liberté du salarié de s'organiser sur ces semaines. Alors, comment mettre en place ce dispositif? Donc, vous avez deux options. Soit on met en place dans le cadre d'une politique RH que vous souhaitez mettre en place. Donc là, il s'agira d'une mesure collective. Et donc, on applique à l'ensemble des salariés ou à une unité de travail ou à un établissement ce dispositif-là. Dans ce cas-là, il faut prévoir cette mesure par accord d'entreprise, ou bien vous avez également la possibilité de le mettre en place de manière individuelle pour un salarié qui viendra vous faire une demande de mise en place d'horaires individualisés. Et donc, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'accepter la demande du salarié, mais si vous l'acceptez, il y a un certain nombre de mesures, de procédures. Enfin, c'est une procédure à mettre en place. Donc, vous devez rédiger un règlement d'horaire individualisé. Donc, ça, c'est un document écrit qui va venir détailler l'ensemble des modalités et des règles, en fait, que vous souhaitez mettre en place pour l'organisation de cet horaire individualisé. Il faut également obtenir l'avis conforme du CSE si vous en avez un sur la mise en place de cet horaire individualisé. Et si vous n'avez pas de CSE, dans ce cas-là, il faut préalablement à sa mise en place demander l'autorisation de l'inspecteur du travail. Donc là, il faut quand même compter un délai de 2 mois minimum, le temps que vous ayez la réponse en fait de l'inspection du travail. Donc c'est un projet
individuelle. Là, je parle de la mesure individuelle, hein, qui doit être préparée en amont avant d'être mise en place. Alors, on en revient toujours au décompte du temps de travail, et on va l'aborder, hein, comme je vous le disais, où dans la mesure où le salarié n'a pas d'horaire fixe d'arrivée, de départ, de pause, dans ce cas-là, il faut effectivement prévoir un système fiable de décompte du temps de travail pour pouvoir être en capacité de justifier de la réalité de l'horaire réalisé par vos salariés. Et également, il faut toujours veiller au respect de la durée de travail, de la durée légale de travail, des durées maximales de travail et des durées de repos aussi minimales de travail. Donc, sur ce dispositif, quels sont les avantages et les inconvénients? Donc, les avantages, ça garantit aux salariés, ça garantit la disponibilité du salarié sur des plages fixes, pour lesquelles il est obligatoire d'être présent ou disponible s'il est en télétravail. Et puis, ça lui laisse une certaine liberté, c'est ce que je vous disais, hein, pour organiser ses temps de pause. Il peut prendre 45 minutes de temps de pause ou bien 2 heures de temps de pause en fonction de sa charge de travail et de ses contraintes. Ça permet aussi de gérer la fluctuation d'activité d'une semaine à l'autre, avec la possibilité d'avoir une semaine où on est au-delà des 35 heures, sans pour autant que ça constitue des heures supplémentaires. Il y a l'aspect aussi RPS, risques psychosociaux, où on peut effectivement constater une diminution du stress des salariés à devoir être à l'heure. Donc, ça va diminuer les problématiques de retard de salariés. Et potentiellement, ça peut également avoir un impact sur l'absentéisme de vos salariés, puisqu'ils ont plus de liberté pour s'organiser, pour organiser leur temps de travail. Et voilà, ça permet de mieux concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, trouver un meilleur équilibre pour pouvoir, par exemple, déposer les enfants à l'école ou pouvoir les récupérer le soir, tout en respectant sa durée collective, sa durée de travail, en fait. Donc, les inconvénients, c'est l'enregistrement, le contrôle du temps de travail. Donc, ça, c'est important. Comment est-ce qu'on met en place ces horaires individualisés, donc soit par accord collectif, soit en mesure individuelle. Et puis enfin, on peut aussi faire un point d'alerte sur la gestion des heures réalisées d'une semaine sur l'autre, des heures reportées pour effectuer un réel suivi de ces heures, et notamment en cas de départ du salarié, il faut exactement qu'on sache où on en est sur les heures qui ont pu être réalisées en surplus. Donc, je vais laisser la parole à Aurélie qui va nous parler du dispositif du télétravail. Merci Tiffany. Alors, la crise sanitaire du Covid en 2020, nous nous en souvenons tous, a bouleversé et modifié notre façon de travailler. Donc, de nombreux employeurs ont été dans l'obligation d'adapter de façon soudaine l'organisation au contexte sanitaire et ont eu recours au télétravail. Alors, le télétravail, il est encadré par le Code du travail et pour les employeurs qui y sont soumis par un accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 et par un accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 qui insiste sur la nécessité de faire du télétravail un projet d'entreprise concerté qui tient compte de la période de crise du Covid pour passer du télétravail forcé au télétravail souhaité. Selon une étude de la DARES, le travail à distance concerne aujourd'hui environ 30% des salariés. Donc, c'est près de 1 salarié sur 3 qui pratique le télétravail de manière régulière, de 1 à 3 jours par semaine en moyenne. Donc, en 2024, on peut vraiment considérer que le télétravail est une tendance structurelle majeure. Alors, comment le mettre en place? Le télétravail peut être mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après consultation du comité social et économique s'il existe. Et en l'absence d'accord collectif ou de charte, le télétravail peut être mis en place par accord tout simplement entre le salarié et l'employeur.
Le télétravail est basé sur la base du volontariat, hein. Ça suppose évidemment un accord entre l'employeur et le salarié, sauf lorsqu'il est imposé, mais cela devient extrêmement rare. Il peut être institué dès l'embauche du salarié ou en cours d'exécution du contrat de travail. Alors, ce qu'il est important pour l'employeur, c'est de bien déterminer les activités éligibles au télétravail, ce qui relève d'ailleurs de son pouvoir de direction, et aussi de fixer les règles de reversibilité, c'est-à-dire les conditions de retour dans une situation sans télétravail. Et les accords collectifs ou les chartes, d'ailleurs, prévoient aussi également souvent une condition d'ancienneté et fixent les postes éligibles au télétravail. Alors, quelques précisions sur le statut du télétravailleur. Alors, le télétravail ne remet absolument pas en cause le lien de subordination entre l'employeur et le salarié. L'employeur doit contrôler la durée du travail du salarié. Il doit définir avec lui les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter, évidemment en cohérence avec les horaires de travail pratiqués dans l'entreprise. Alors, comment assurer ce contrôle du temps de travail? Alors, Céline en parlera tout à l'heure, mais le contrôle du temps de travail peut être assuré par la remise d'un état récapitulatif des horaires, un suivi tout simplement hebdomadaire. On peut même imaginer la mise en place d'un logiciel de suivi des horaires directement installé sur l'ordinateur avec consultation préalable des représentants du personnel. Le télétravailleur, il a les mêmes droits que le salarié travaillant sur site. L'employeur a, pour le salarié en télétravail, l'obligation d'organiser un entretien annuel qui va porter sur ses conditions d'activité et sa charge de travail. Alors, sujet pas forcément évident, qu'est-ce qu'il en est en termes de frais? Concernant la prise en charge qui est obligatoire des frais de transport public pour les trajets domicile-travail, je rappelle qu'elle est de 50% pour l'employeur. L'employeur doit prendre en charge, dans les conditions habituelles, les titres d'abonnement pour les trajets domicile-travail lorsqu'ils sont utilisés au moins une fois par mois, sans abattement des jours de télétravail. Le télétravailleur va bénéficier des titres restaurants et des chèques vacances. Le site de l'URSSAF le rappelle, le précise, même si certaines jurisprudences isolées ont pu aller dans un sens contraire. Alors, concernant maintenant les frais directement liés au télétravail, lorsque le télétravail est mis en place par accord collectif ou par charte, ceux-ci doivent définir les modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice, et là les mots sont importants, de l'exercice régulier du télétravail exercé à la demande de l'employeur. Donc c'est bien une hypothèse particulière du télétravail qui est visée. Mais en matière de frais professionnels, la jurisprudence, elle pose pour principe général que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par l'employeur. Alors, il y a 3 catégories de frais qu'on peut distinguer. Donc, les frais qui vont être liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel, les frais liés à l'adaptation de ce local, et également les frais de matériel informatique, connexion ou fournitures diverses. Donc, l'employeur peut les prendre en charge et les indemniser sur la base de leur valeur réelle. Mais il est aussi admis qu'une allocation forfaitaire soit versée aux salariés en télétravail, qui va être exonérée de cotisations sociales et fiscales en fonction du nombre de jours télétravaillés. Et en 2024, pour vous donner une idée de cette allocation forfaitaire, le montant est de 10,70 € lorsqu'un salarié télétravaille une fois par semaine. Et donc, le forfait peut être augmenté en fonction du nombre de jours
télétravailler. Alors la question, c'est est-ce que cette indemnisation s'applique en cas de télétravail volontaire? Alors, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt récent du 3 avril dernier, a débouté une salariée de sa demande de dommages et intérêts pour absence de prise en charge des frais liés au télétravail dans le cadre d'un télétravail volontaire. Alors, que dire de plus sur le télétravail? Donc, de manière générale, le salarié qui travaille à son domicile, selon la jurisprudence, a droit à une indemnité qu'on va appeler indemnité d'occupation, qui est liée justement à la suggestion que représente l'occupation du domicile pour des motifs professionnels. Mais cette indemnité, elle est accordée lorsque aucun local professionnel n'est mis à la disposition du salarié. Donc, ce n'est pas le cas du salarié qui est en télétravail et qui a la possibilité de travailler sur site. Si le salarié maintenant est victime d'un accident sur le lieu et pendant le temps du télétravail, c'est présumé être un accident du travail. Et donc, le domicile ou le lieu où s'exerce le télétravail, de ce point de vue-là, évidemment, est assimilé aux locaux de l'entreprise. Et ce principe, il s'applique que le travail soit réalisé de façon régulière ou de façon occasionnelle. Alors, l'employeur, bien entendu, il peut contester le caractère professionnel de l'accident en apportant la preuve. Et la difficulté, donc, dans cette situation-là, justement, elle va être sur cette preuve, puisque il n'y aura pas de témoin. Alors, un dernier point avec une question pratique. Est-ce que le salarié peut télétravailler depuis un autre lieu que son domicile principal? Alors, il existe un principe général qui est celui de la liberté pour le salarié de choisir son domicile. Ce choix, évidemment, relève de sa vie privée. L'employeur, il a néanmoins la possibilité d'y apporter une restriction, dès lors que cela, évidemment, est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionné, je dirais, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé au but recherché. Donc, ce principe général, on peut l'étendre au télétravail. Donc, il n'est pas interdit pour le salarié de télétravailler en dehors de son domicile habituel, comme la résidence secondaire, mais néanmoins, il faut garder à l'esprit que l'employeur aussi a la possibilité de restreindre cette liberté, par exemple en évoquant la nécessité de demander aux salariés en télétravail de revenir rapidement sur le lieu de travail ou d'être disponible ou bien pour des raisons liées à la confidentialité. Donc sur ces sujets-là, souvent l'accord ou les chartes encadrent les conditions d'exercice du télétravail. Alors, quels sont les avantages du télétravail? Alors, pour l'employeur, évidemment, donc c'est une mesure qui est attractive en termes de recrutement. Ça permet de fidéliser le personnel présent et donc ça participe à une amélioration de la qualité de vie. C'est aussi une mesure qui permet de faire diminuer l'absentéisme. Certains salariés télétravaillant alors que peut-être ils auraient pu être en arrêt de travail, mais cela permet de diminuer l'absentéisme. Ça permet à l'employeur aussi de réaliser des économies sur le coût des locaux professionnels. Côté salarié, le télétravail permet aussi de diminuer les coûts liés au trajet domicile-travail. Ça permet de supprimer le temps passé à ce fameux temps de déplacement qui peut parfois être très, très important et donc ça participe à assurer un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Ça permet aussi souvent aux salariés de gagner en autonomie dans la gestion de ces tâches. Donc ça, ce sont les avantages qu'on peut trouver dans le télétravail. Quelques inconvénients ou points d'attention. Le salarié en télétravail peut se trouver dans une situation d'isolement, donc il faut être attentif à ce sujet-là. Il faut aussi que le management s'adapte.
Donc, les managers peuvent rencontrer parfois des difficultés dans le pilotage du télétravail, hein, mais sachez qu'il existe des formations pour apprendre à gérer les salariés en télétravail. Et il peut aussi y avoir un écueil pour les salariés d'avoir une difficulté à se déconnecter de l'activité professionnelle. Et le dernier point qu'on peut dire sur le télétravail est celui lié donc aux frais professionnels, hein, puisqu'on a vu que le sujet peut être soumis à interprétation et n'est pas complètement fixé avec, je dirais, un traitement différent entre le télétravail volontaire et le télétravail à la demande de l'employeur. Alors en conclusion, si on peut vous donner quelques conseils ou quelques règles pour que le télétravail soit réussi, eh bien, il est important de maintenir la communication en organisant de façon régulière des vidéoconférences hein, où les collaborateurs vont pouvoir échanger, se voir également. Ce qui permet de maintenir et de cultiver l'esprit d'équipe. Hein. Et donc évidemment, tout cela en fixant des objectifs et en fixant un cadre pour que l'organisation soit la plus claire possible. Et également en assurant le droit à la déconnexion, en respectant les horaires hein, des salariés en télétravail et en ne les sollicitant pas en dehors de leur temps de travail. Et le droit à la déconnexion dont Céline a parlé dans le cadre des forfaits jours, finalement, hein, on voit qu'il tend à s'appliquer aux salariés en télétravail. Donc j'en ai terminé avec le sujet du télétravail et je vais laisser la parole à Céline qui va maintenant aborder le sujet important du décompte du temps de travail. Alors, je vous remercie. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions dans le chat et après les questions d'ordre plus individuel et en fonction de cas individuels, vous pourrez me recontacter par mail et je répondrai de manière plus individualisée. Alors oui, le décompte du temps de travail. Alors, c'est un sujet qui est important. Pourquoi? Parce que la première source de litige qui arrive devant les conseils des prud'hommes, ce sont les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires. Donc, décompter le temps de travail, c'est pas, je peux me permettre l'expression entre guillemets has-been, mais en fait, c'est un outil qui permet de protéger tant l'employeur que les salariés. Et tous ces dispositifs d'aménagement de temps de travail, et même si on accorde de la souplesse et plus de flexibilité au personnel, il est indispensable de pouvoir continuer et de décompter le temps de travail. Alors, avant de décompter le temps de travail, la question qui se pose, c'est quoi le temps de travail? Alors, le temps de travail, il est défini hein, dans notre bon vieux code du travail. C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Donc, on comprend bien que cette notion de temps de travail, comment dire, elle devient un peu plus difficile à appréhender, et notamment avec des situations de télétravail où la frontière entre le personnel et le professionnel a tendance à s'amenuiser. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sont pas considérés comme du temps de travail. Eh bien, le temps de trajet du domicile au lieu de travail, c'est-à-dire que le salarié qui a fait le choix d'habiter loin de son lieu de travail, eh bien, ce temps restera du temps personnel. Les temps de pause et de restauration. Alors, certaines conventions collectives imposent des maintiens de salaire et l'assimilent à du temps de travail effectif, mais en tout cas, juridiquement, ça n'est pas du temps de travail effectif. Les temps d'habillage et de déshabillage dans les secteurs où on porte un uniforme et également les astreintes. Donc, Tiffany, on peut passer à la slide suivante. Alors, comment est-ce qu'on décompte le temps de travail? Alors, le temps de travail, il se décompte sur une durée hebdomadaire quand on n'a pas aménagé son temps de travail. Donc, la durée hebdomadaire légale, elle est fixée à 35 heures. Et la semaine, elle commence le lundi à 0 heure et elle se termine le dimanche à 24 heures. Ce qui veut dire que quand on décompte des heures supplémentaires, c'est les heures effectuées au-delà de 35 heures dans ce cadre du lundi au dimanche. Et donc, en principe, on ne peut pas travailler 40 heures une semaine et 30 heures la semaine suivante pour rattraper, puisqu'on a bien effectué des heures supplémentaires sur la semaine où on a travaillé 40 heures, sauf si on a aménagé son temps de travail.
Alors, quand on a aménagé son temps de travail, on raisonne sur une durée annuelle ou par période de 12 mois consécutifs. Et donc, on considère que dans ce cadre-là, donc à l'année ou sur 12 mois, on va être sur une durée de 1607 heures. Alors, c'était 1600 heures et 1607 heures en incluant la journée de solidarité, c'est-à-dire cette journée qui est travaillée gratuitement pour financer les actions en faveur des personnes âgées. Alors, ensuite, la durée maximale quotidienne du travail, puisque sur une journée de travail, on ne peut pas travailler plus de 10 heures. Donc ça, ce sont les notions légales dans le Code du travail. Il peut y avoir des aménagements dans les conventions collectives. Sur une semaine, la durée absolue, c'est 48 heures. Au-delà, il faut aller demander l'autorisation à l'inspecteur du travail. Et sur un cycle de 12 semaines, c'est 44 heures. Ce qui veut dire qu'à l'année, on pourrait quasiment considérer qu'on peut travailler 43 heures. Ensuite, on va être dans le régime du dépassement du contingent d'heures supplémentaires. Mais quand bien même ce contingent, il peut également, après sur autorisation, être dépassé. Mais voilà un petit peu les notions et les durées de temps de travail. Donc, il y a des dérogations à ces règles qui sont prévues. Tu pouvais laisser la suivante, Tiffany. Qui sont prévues dans les conventions collectives, donc dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, où ils ont des plafonds de durée plus importants. Et également dans le transport, avec en plus la particularité, c'est qu'on décompte les heures supplémentaires pour les conducteurs, pour les roulants, on les décompte au mois et pas à la semaine. Et ça, c'est une particularité liée à cette activité. Alors, quels sont les avantages de décompter le temps de travail? Tout simplement de limiter le risque de contentieux. Pourquoi? Parce que quand il y a un contentieux sur les heures supplémentaires, c'est une question de preuve, c'est-à-dire le salarié aura noté dans un agenda le nombre d'heures en plus qu'il a faites. L'employeur va dire, non, en plus, moi, je ne lui ai jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires. Ah, mais vous avez un décompte à nous produire? Ah, non, j'ai rien du tout, on s'entendait comme ça, et puis rattraper d'une semaine sur l'autre. Donc là, clairement, en cas de litige, ça va trancher en faveur du salarié. Donc le décompte du temps de travail, le fait de signer ou de noter dans un relevé informatique des heures, ça permet d'avoir une preuve des heures qui ont été faites et de celles qui n'ont pas été faites. Ça permet également de s'assurer du respect par le salarié de ses obligations dans un environnement flexible, donc tant ses obligations en termes de travail, d'heures de travail qui sont dues à l'employeur, mais également ça permet aussi de s'assurer de ses obligations en tant qu'employeur en matière de santé et de sécurité et de pouvoir démontrer qu'on n'a pas fait trop travailler son personnel. L'employeur, rappelons-le, a quand même une obligation en matière de santé. Ça permet également de sanctionner le salarié qui ne respecte pas la durée du travail, notamment quand on a mis en place un système d'horaire flexible, quand on a du télétravail, comment s'assurer en fait que les salariés font bien leurs 7 ou 8 heures quotidiennes de travail dues à l'employeur. Et ça permet, à mon sens, également d'éviter les inégalités de traitement entre des salariés qui vont faire leurs heures de travail et leur travail, et d'autres salariés qui, dans un système flexible, ne feront peut-être pas toutes leurs heures de travail. Souvent, dans une équipe, ça se sait et ça peut créer des tensions entre les personnels. Alors, les inconvénients, bien évidemment, c'est le suivi administratif nécessaire, mais qui est presque, je dirais, obligatoire pour que ça fonctionne correctement. Et parfois, le fait de décompter du temps de travail, ça peut sembler un peu mal perçu par les salariés qui peuvent y voir effectivement des méthodes de management désuètes, mais ô combien, à mon sens, nécessaires. Alors, il y a quand même pas mal d'outils qui permettent de décompter plus facilement son temps de travail. Alors, quand on a une toute petite structure avec 1 ou 2 salariés, effectivement, un relevé de temps sur un tableau Excel contresigné par l'employeur et le salarié, ça peut sembler suffisant. Le système des plannings également, contresigné. Et quand on a une structure de taille un peu plus importante, ou si on veut s'assurer un système un peu plus fonctionnel et un peu plus ergonomique, c'est de mettre en place un système d'information des ressources humaines, donc on appelle les SIRH. Et aujourd'hui, le logiciel, vous avez des logiciels comme Silae RH, RH Pro et encore d'autres solutions qu'on pourra également vous présenter lors d'un autre échange, qui permettent d'assurer ce décompte du temps de travail. Et on peut passer au sujet suivant. Merci Céline.
Donc, après avoir fait un petit tour d'horizon sur les différents dispositifs qui existent pour vous permettre de rendre plus flexible la gestion du temps de travail de vos salariés, on va passer à la deuxième thématique de ce webinaire, c'est plus de temps pour la vie personnelle. Alors, parmi les dispositifs qui existent et qui peuvent être mis en place, et qui est complètement hybride innovateur, c'est celui des congés illimités. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce dispositif, mais c'est assez nouveau comme idée. Donc là, l'objectif, c'est de permettre aux collaborateurs de prendre autant de congés qu'ils le souhaitent. On n'est plus contraint par la durée légale qui est de 5 semaines de congés payés par an. Et donc là, on a un cadre beaucoup plus favorable, évidemment, pour le salarié que le dispositif légal, voire même conventionnel, parce que vous avez des conventions collectives qui prévoient jusqu'à 6 semaines, par exemple, de congés payés, plus les congés d'ancienneté, tous les congés conventionnels en plus. Donc ça va venir en plus de ce cadre conventionnel où on va permettre aux salariés de prendre autant de congés qu'ils le souhaitent. Donc, le corollaire, évidemment, de ce dispositif, c'est qu'il faut à minima cadrer pour éviter une perte de productivité de vos salariés. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place, en parallèle de ce dispositif, un suivi très rigoureux des objectifs et de performance de vos salariés. Parce que sinon, effectivement, si vous n'avez pas ce dispositif à côté, c'est compliqué de mettre en place les congés illimités. Donc, voilà, comment le mettre en place donc, soit on le fixe pour tous les salariés, donc là, on doit le mettre en place dans le cadre collectif, qui est donc opposable à tous. Donc, dans ce cadre-là, on a plusieurs options. On peut utiliser l'usage, mais c'est très risqué de le mettre en place avec l'usage. Ça veut dire que vous n'avez pas d'écrit, de documents écrits sur lesquels les salariés peuvent s'appuyer. Donc, il vaut mieux le mettre en place par charte, par décision unilatérale de l'employeur ou alors par accord d'entreprise. Mais en tout état de cause, si vous souhaitez envisager de mettre en place ce dispositif-là, il faudra prévoir une phase pilote pour tester cette mesure et voir ce que ça donne au sein de votre entreprise. Donc, les points de vigilance à avoir, si on met en place les congés illimités, c'est qu'il faut être extrêmement attentif à ce que vos salariés prennent bien les congés payés légaux, donc les congés payés légaux ou les congés payés conventionnels auxquels ils ont droit, donc respecter en gros l'obligation légale ou conventionnelle qui est déjà présente, parce que ces congés limités ne sont pas assimilés sur le plan juridique à des congés payés légaux. Ça vient en plus, puisque c'est une mesure qui est beaucoup plus favorable que le cadre légal, et donc c'est un dispositif qui est mis en place de manière discrétionnaire par l'employeur. Donc, veillez bien à ce que les congés payés légaux soient pris en priorité. Et puis ensuite, dans votre document juridique, il faut évidemment cadrer au maximum la procédure, notamment de demande de ces congés, en plus des congés payés, d'intégrer la priorisation de la prise des congés payés légaux avant tout. Donc ça, c'est très important, de cadrer également la demande qui est faite par le salarié. Alors, ça peut être notamment en fonction de la durée du congé sollicité. Il faut que ce soit réalisé dans un délai de prévenance de X jours ou X mois à l'avance. Ce dispositif doit toujours être préalablement validé par le responsable parce qu'il ne faut pas mettre en péril l'activité du service ou de l'entreprise en prenant ces congés-là. Donc, ces congés-là sont payés. Voilà, ce sont des congés rémunérés. C'est tout l'intérêt de ce dispositif-là, c'est que le salarié est payé pendant ces congés prévus par le dispositif de congés limités. Donc, ensuite, on a toujours la problématique du suivi le suivi de temps, en fait, donc l'organisation du temps de suivi régulier avec le manager pour voir un petit peu où ça en est, si les objectifs sont bien atteints.
où on en est des objectifs de performance. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est de coupler ce dispositif-là avec la mise en place de l'intéressement qui va vous permettre de fixer des objectifs collectifs à vos salariés, de résultats, donc chiffre d'affaires, résultats courants avant impôt, de performance également, justement pour pouvoir fixer ces objectifs-là et les permettre de les atteindre. Donc, ça peut être très intéressant de coupler cette mesure avec le dispositif de l'intéressement. Alors, petit retour d'expérience, on a une société qui est une société qui fait de l'enseignement privé en ligne, qui a mis en place ce dispositif pour vous donner une petite idée de ce que ça peut représenter. Donc, il l'avait mis en place par note de service en 2017. Ça fonctionnait bien, ça plaisait bien, ils arrivaient à recruter très, très bien. Donc, ils ont décidé de le pérenniser par accord d'entreprise. Donc, c'était en 2019, donc accord négocié avec le CSE. Et puis, crise sanitaire, Covid, la situation se dégrade, la situation financière de la société se dégrade. Donc, ils ont décidé de suspendre cette mesure-là, le temps que la situation de la société se redresse. Mais en tout cas, ils l'ont testé et effectivement, les points positifs, c'est donc là, on va le voir. Hein, donc, point positif, c'est que ça attire, ça fidélise les collaborateurs, évidemment. C'est aussi un moyen de lutter contre les RPS, puisque ça va préserver la santé physique et morale de vos salariés. Si effectivement on prévoit bien de coupler cette mesure avec l'atteinte d'objectifs de performance, ça responsabilise le collaborateur qui va devoir juger bon ou pas de poser à telle date ses congés si ça a un impact ou pas sur l'activité. Et puis, évidemment, il y a aussi le fait que ça va limiter l'absentéisme de vos collaborateurs puisqu'ils ont droit à un nombre de jours de congés illimité. Les inconvénients, il y en a évidemment. Donc, ça va être comment vous contrôlez le fait que ces prises de congés n'impactent pas de manière négative sur l'activité. Donc, ça va être le risque de départ simultané sur des périodes où vous avez une charge de travail élevée. Ça peut également mettre en péril l'équilibre et donc la productivité de votre structure ou de votre service. Donc bien cadrer le dispositif. Il y a aussi le problème des conflits internes qui peuvent aussi être soulevés puisque vous pouvez avoir des salariés qui vont prendre plus de congés que d'autres et donc là, ça peut créer un déséquilibre et un sentiment d'inégalité. Donc, ça peut être très compliqué à gérer à ce niveau-là. Ça va dégrader le climat social. Donc, il y a un vrai risque sur la mauvaise gestion en fait de cette mesure hein, par l'employeur, par le manager également. Et puis, vous pouvez également avoir des salariés qui vont être plus ou moins performants, enfin, des salariés sur des postes similaires. Certains vont avoir plus de facilité à atteindre les objectifs sur un temps plus court que d'autres. Et donc, ça peut aussi créer un sentiment de culpabilisation du salarié, soit parce qu'il ne va pas vouloir prendre les congés parce qu'il n'aura pas atteint les objectifs comme celui qui a le même poste que lui. Donc, ça peut effectivement créer un rapport d'inégalité et des risques psychosociaux pour les salariés. Donc, bon, cette mesure existe, voilà, on voulait vous en parler, mais compliqué à mettre en place et puis non sans risque, en tout cas. Donc là, je vais vous laisser avec Aurélie qui va nous parler du don des jours de repos. Merci Tiffany. Alors, le don de jours de repos, il consiste pour un salarié, avec l'accord de son employeur, à donner des jours de repos non pris à un autre salarié de l'entreprise. Alors, sur quel droit le don peut être utilisé? Le don peut porter donc sur tout ou partie des jours de repos non pris, y compris s'ils ont été affectés sur un compte épargne-temps. Concernant les congés payés, il ne peut être cédé que les congés payés qui excèdent 24 jours ouvrables. Donc, cela signifie dans la pratique qu'un salarié va pouvoir céder sa 5e semaine de congés payés. Il pourra aussi céder des congés conventionnels,
des jours de RTT ou de repos compensateur, tous les jours supplémentaires dont bénéficient les salariés. Le don doit être anonyme et sans contrepartie. Et l'employeur doit garder l'identité des donneurs de jours confidentielle. Alors, comment organiser ce don de jours de repos? Classiquement, hein, par accord d'entreprise. On peut aussi l'organiser par note de service avec consultation du CSE s'il est en place. La procédure de mise en œuvre de ce dispositif est spécifique à certaines situations. Alors, quelles sont ces situations, hein? Le don de jours de repos ne peut être mis en place pour des salariés qui sont parents d'enfants malades ou bien des salariés qui sont parents d'enfants décédés. On peut aussi accorder et prévoir ce don de jours de repos pour des salariés qui viennent en aide à des proches aidants. La loi le prévoit aussi pour les sapeurs-pompiers volontaires et également pour les salariés qui mettent en œuvre une période d'activité dans la réserve opérationnelle. Alors, à savoir qu'un don de jours de repos à des associations vient d'être créé et mis en place par la loi du 15 avril dernier. Donc, il s'agit de la loi sur l'engagement bénévole et la simplification de la vie associative. Et cette loi prévoit la possibilité pour les salariés de faire des dons de jours de repos et de congés payés sous forme monétisée à des associations ou à des fondations. Donc, l'organisme bénéficiaire des jours de repos est choisi d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. Donc, il va s'agir notamment des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique, des fondations universitaires. Alors, l'entrée en vigueur de ce dispositif, donc, qui est très récent, est soumise à la publication d'un décret qui va déterminer le nombre de jours de repos et de congés pouvant être donnés et les modalités de monétisation de ces jours de repos. Alors, quelques précisions complémentaires sur le dispositif de don de jours de repos. Le don de jours de repos ne concerne que les salariés qui appartiennent à la même entreprise. La loi, à ce jour, n'envisage pas les dons entre salariés d'entreprises d'un même groupe de sociétés. Le salarié qui va être bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant la période d'absence. Donc, c'est bien l'intérêt du dispositif. La rémunération du salarié est maintenue. Donc, ça implique que le dispositif, il peut être onéreux pour l'employeur si le bénéficiaire a un salaire plus élevé que le ou les donneurs. Alors, les avantages de ce dispositif, alors, ils sont évidemment de créer une cohésion entre les salariés et de renforcer la solidarité. On l'a vu dans des situations qui sont souvent difficiles à vivre pour les salariés qui sont bénéficiaires de ces dons. Donc, ça s'inscrit aussi dans le cadre d'une démarche RSE pour l'employeur. Les points d'attention sur ces dons de jours de repos, donc c'est bien assurer évidemment l'anonymat du donateur, ne pas faire pression sur les salariés pour qu'ils donnent des jours de repos, mentionner sur les bulletins de salaire les dons de jours, les jours qui sont accordés aux autres salariés. Et s'il y a plusieurs bénéficiaires, bien déterminer les règles d'attribution entre les salariés. Voilà, j'en ai terminé avec ce sujet et je vais laisser la parole maintenant à Céline qui va vous parler des congés liés à la parentalité. Je te remercie Aurélie. Les congés liés à la parentalité, c'est un rappel des dispositifs déjà légaux qui sont à la main des salariés essentiellement. Et puis je vous présenterai également des initiatives d'entreprise. La parentalité, c'est merveilleux. Mais effectivement, pour les employeurs, c'est aussi quelque part, même si on n'a pas à se mêler de la vie privée de ses salariés, c'est aussi tenir compte d'aléas de la vie qui peuvent parfois venir interférer avec la vie professionnelle.
C'est pourquoi aussi le législateur s'est penché sur les situations et la parentalité donc, dans l'entreprise. Alors, le dispositif qui est le plus connu, c'est le congé parental d'éducation. Donc, c'est un congé qui est accordé. Alors, il est de droit, donc à tout salarié qui a au moins donc, le père ou la mère qui a 1 an d'ancienneté. Donc, quand je dis il est de droit, tout simplement, on ne peut pas le refuser. Quand l'employeur reçoit une demande, il est tenu de l'accepter. Donc, plusieurs possibilités, soit s'arrêter complètement de travailler, soit réduire son temps de travail. Et il y a quand même une durée minimale qui est de 16 heures par semaine. Donc, c'est possible jusqu'aux 3 ans de l'enfant et également jusqu'aux 16 ans de l'enfant en cas d'adoption. Et dans ce cadre-là, lorsque l'enfant adopté a plus de 3 ans, la durée est limitée à 1 an. Donc, soit 1 an à temps partiel, soit 1 an de suspension de contrat sans travailler. Alors, quelles sont les garanties du congé parental d'éducation? Tout simplement, à son retour, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, donc pas nécessairement son emploi. Le congé, donc, il est ouvert aux 2 parents qui peuvent le prendre en simultané si on passe par une réduction du temps de travail ou l'un après l'autre, et il est ouvert à chaque naissance. Donc après, s'il y a des règles en fonction de l'âge des enfants et puis quand c'est la mère qui le prend en fonction du congé de maternité, voilà, mais s'il y a des questions là-dessus, ça fera l'objet de réponses plus en détail. Le congé n'est pas rémunéré, le congé parental, il n'y a pas de rémunération à verser par l'employeur. Et ensuite, il peut y avoir effectivement, dans la plupart des cas, une aide de la CAF. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul de l'indemnité parce que ça dépend de la durée du congé, des ressources financières, du nombre d'enfants. Donc, on peut passer. Alors, le congé parental, je pense que beaucoup de gens qui sont avec nous aujourd'hui en ont entendu parler. Il y a une réforme qui est envisagée. Donc, notre président, M. Macron, l'a évoqué lors d'une conférence de presse cet hiver. Donc, l'idée, ce serait de faire un congé parental, mais pour chaque parent d'une durée de 3 mois et à chaque naissance. Donc, ça ferait 6 mois, en fait, en cumulant pour les 2 parents par naissance d'enfant, avec une rémunération plus intéressante de 50% du salaire brut, avec un plafond à 1 900 €. Donc, ce nouveau dispositif, il entrerait en vigueur dans la prochaine loi de finances de la sécurité sociale, et ce ne serait pas avant 2025. Et aux dernières nouvelles, donc par voie de presse, les 2 dispositifs coexisteraient dans l'immédiat. Alors, pour le coup, là, la volonté du gouvernement de le réformer, c'est que déjà, finalement, il y a peu de personnes qui le prennent. Lorsqu'il est pris, c'est souvent par les femmes et donc par les mères. Et donc, la volonté, c'est que ce soit un petit peu plus équitable en termes d'égalité entre hommes et femmes. Et puis surtout, pour les foyers, en fait, ça a un coût, tout simplement, puisqu'il y a une baisse quand même assez importante des revenus. Et les aides financières de la caisse d'allocation familiale ne suffisent pas, en fait, à pallier bien souvent la perte, la diminution de salaire. Alors, il y a d'autres dispositifs également, comme le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Donc, à retenir, c'est un congé qui n'est pas exclusivement réservé au père, puisque légalement, il est attribué au conjoint de la mère. Donc, typiquement, dans le cas des couples homosexuels, la naissance d'un même enfant, en fait, va donner lieu à l'attribution du congé au géniteur et également à la personne qui partage la vie de la mère. Donc, ça peut être la compagne ou le nouveau compagnon. La durée, donc, c'est 25 jours calendaires, 32 jours en cas de naissance multiple et 30 jours en cas d'hospitalisation de l'enfant. Alors, le congé de paternité, il n'y a que les 4 jours obligatoires qui suivent les 3 jours du congé de naissance qui doivent être pris. Les jours suivants, effectivement, il n'y a pas d'obligation. Mais quand même, la volonté, c'est que le conjoint de la maman prenne les jours pour être auprès de l'enfant. Donc, il y a 21 jours ou 28 jours en fait à prendre après les 4 jours et c'est fractionnable sur les 6 mois en fait qui suivent la naissance. Donc, ça donne pas mal de souplesse aux salariés qui n'est pas tenu de prendre ces jours tout de suite après la naissance.
Et bien sûr, il faut informer l'employeur un mois avant la date prévisionnelle de la naissance. Bon, la naissance, elle peut arriver toujours un peu avant, un peu après, mais en tout cas, voilà, c'est prévu une information un mois avant. C'est un congé qui est de droit également, hein, comme le congé parental, donc un employeur ne peut pas s'y opposer. Alors, les avantages, tout simplement, c'est un meilleur, bien sûr, équilibre de la vie professionnelle et personnelle. Ça permet de passer du temps avec son enfant. Ça permet également de pouvoir organiser sa vie personnelle en vue de la reprise du travail, d'avoir ce temps en fait dédié. Ça permet d'éviter des départs de salariés, des ruptures de contrat, ou enfin des démissions ou des demandes de rupture conventionnelle. Et bien sûr, l'inconvénient, mais on est presque obligé de toute façon d'organiser, hein, c'est le remplacement du salarié et le retour du salarié qui a été absent. Parce que pour rappel, hein, quand un salarié rentre d'une longue absence, eh bien, il y a un entretien professionnel à organiser. Il peut y avoir aussi également une visite médicale, hein, quand c'est consécutif, congé parental, juste après un congé maternité, il faut également prévoir une visite médicale. Alors, l'inconvénient, et notamment pour le congé parental qui est à temps complet, quand il n'y a pas de maintien d'activité à temps partiel, effectivement, ça peut être l'isolement professionnel du salarié, puisque pendant 1 an à 3 ans, c'est des personnes qui sont susceptibles de ne pas exercer leur activité professionnelle. Et donc, il y aura potentiellement un temps d'adaptation au moment de la reprise. Et c'est un peu dans ce sens-là aussi que le législateur a souhaité le réformer. Et donc, il faudra peut-être également envisager des formations d'adaptation en fait au poste et d'évolution des compétences au retour du salarié. Alors, on a également des dispositifs d'initiative privée, mais qui peuvent être mis en place, notamment dans le cadre d'un accord. Donc, il y a des entreprises qui ont mis en place ce qu'ils appellent la semaine de 4 jours parentale. Donc, pendant une durée de 6 mois et pour les salariés qui ont au moins un an d'ancienneté et pour l'enfant en principe à moins d'1 an, mais après on peut prévoir davantage, hein. Ces entreprises en fait permettent de travailler à 80% et d'être payées sur un 100% à temps plein. Et une autre initiative également, c'est le congé postnatal de 20 semaines pour les salariés hommes et femmes. Donc, la durée légale du congé de maternité est de 10 semaines. Eh bien, des entreprises, en fait, qui prorogent de 10 semaines avec maintien de salaire. Donc, pareil, c'est des initiatives mises en place par accord d'entreprise qui peuvent également, à mon sens, être mises en place par décision unilatérale et qui permettent voilà, un meilleur équilibre, bien sûr, de la vie professionnelle et personnelle. Ces mesures sont quand même assez incitatives, hein, pour fidéliser les salariés parce qu'elles permettent d'avoir une organisation en fait plus souple et plus sécurisante. Ça permet de renforcer également sa marque employeur et également d'améliorer ses indicateurs de RSE, responsabilité sociale de l'employeur. Alors, les inconvénients de ces mesures et notamment de ces initiatives privées qui vont au-delà de ce que prévoit la loi, c'est qu'il faut organiser le remplacement et le retour du salarié et ça peut être le coût financier de ces mesures. Mais alors, le coût financier, à mon sens, il est à en mettre en perspective face au turnover et face à l'absentéisme. Et nous pouvons passer au sujet suivant, mais je te laisse la parole, Tiffany. C'est Aurélie. Oui, voilà, on est bien d'accord. Alors, le repos compensateur de remplacement. Donc, en préambule, le repos compensateur de remplacement ne concerne pas les salariés à temps partiel qui réalisent des heures complémentaires qui, elles, ne peuvent pas être remplacées par un repos compensateur. Donc, cela ne concerne que les salariés à temps complet et cela permet de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires réalisées. C'est vrai que dans la loi, il n'est pas obligatoire que l'heure supplémentaire soit monétisée. La substitution donc peut concerner toutes les heures supplémentaires, qu'elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent d'heures supplémentaires. Alors, si le repos compensateur de remplacement est total, il va porter à la fois sur le paiement de l'heure et sur la majoration de salaire correspondante. Donc, une heure supplémentaire qui est majorée à 25% peut être remplacée en totalité par du repos compensateur et donc donnera droit aux salariés à
1 heure et 15 minutes de repos de remplacement. Donc, si c'est 1 heure majorée à 50%, il s'agira donc de accorder 1 heure et 30 minutes de repos. Donc, si un salarié a réalisé 56 heures supplémentaires par an, il va bénéficier de 10 jours de récupération avec la majoration correspondante. Donc 56 heures majorées à 25% donnent droit à 70 heures qui vont donner droit à 10 jours de repos sur la base d'une journée travaillée à 7 heures. Alors le remplacement, il peut être partiel, c'est-à-dire que vous pouvez payer l'heure supplémentaire au taux normal et prévoir le repos uniquement pour la majoration ou l'inverse. Comment mettre en place ce repos compensateur? Donc, cela peut être encadré par un accord collectif, par l'accord collectif de branche de manière classique ou bien par un accord d'entreprise. Cela peut aussi être organisé et mis en place donc, par décision unilatérale de l'employeur. Quelques mots sur les conditions de prise du repos. L'employeur doit informer le salarié de son droit au repos compensateur. Donc, ceci peut être réalisé par une annexe au bulletin de salaire. Et donc, l'accord collectif ou le texte de l'employeur qui a été élaboré unilatéralement va fixer les règles de prise. À défaut, le repos compensateur peut être pris par demi-journée ou journée entière sur la base du nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser le jour de la prise. L'employeur maintient le salaire pendant la prise du repos compensateur de remplacement. Le repos est assimilé à du temps de travail effectif, donc ceci de manière favorable aux salariés. Le repos doit être pris normalement dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit et dès lors qu'il a atteint 7 heures. Mais l'absence de prise du repos dans ce délai ne va pas priver évidemment le salarié de son droit à repos, donc il en conservera le bénéfice. Et donc, lorsque le salarié veut exercer ce droit à repos, donc il va en informer son employeur au moins 1 semaine à l'avance. Alors, les avantages de ce dispositif sont évidemment d'accorder plus de repos pour le salarié. Et un point qui est important et qui est avantageux, c'est lorsque le repos compensateur remplace en totalité l'heure supplémentaire avec sa majoration, l'heure supplémentaire réalisée ne s'impute pas dans le contingent annuel d'heures supplémentaires. L'avantage également pour l'employeur, c'est que les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées et ne vont pas augmenter la masse salariale. L'inconvénient pour l'employeur va être sur le suivi administratif de ces heures, sur l'acquisition, l'information du salarié et sur la prise de ce repos. Et donc, l'inconvénient pour le salarié est que l'heure supplémentaire n'est pas monétisée et donc le salarié donc, ne va pas bénéficier des avantages sociaux et fiscaux liés à la rémunération des heures supplémentaires. Donc, quelques mots rapides sur ce dispositif et je vais maintenant laisser la parole à Tiffany sur la semaine de 4 jours. Merci Aurélie. Alors, je vois qu'il est déjà 11h55. Donc, il nous reste 2 thèmes, la semaine de 4 jours et le compte épargne-temps avant de finaliser ce webinaire. Donc, je vais essayer d'être succincte sur la semaine de 4 jours. Donc, c'est un dispositif qui est assez en vogue en ce moment. On en entend beaucoup parler. La fonction publique, notamment, l'a mis en place sur certaines collectivités à la demande de Gabriel Attal, le Premier ministre. Donc la semaine de 4 jours, l'idée elle est simple, c'est de donner 1 jour off supplémentaire à vos salariés par semaine. Donc on doit obligatoirement le mettre en place par accord collectif d'entreprise. On ne va pas pouvoir le mettre en place par décision unilatérale parce que là c'est prévu par le cadre légal. On doit le mettre en place par accord d'entreprise. Il y a 2 options. Donc soit on répartit, par exemple, la durée collective de travail qui est fixée à 35 heures sur 4 jours, exemple du lundi au jeudi. Donc, dans ce cas-là, on va avoir une durée hebdomadaire qui va augmenter, puisque au lieu d'être à 7 heures, sur 5 jours, on sera à 8h75 sur 4 jours.
Ou alors, la deuxième option qui peut être utilisée, c'est que on va passer de 35 heures à 32 heures, par exemple. Donc, on va réduire le temps de travail hebdomadaire des salariés. Et donc là, il y a deux options. Soit on maintient le salaire qu'on avait sur la base de 35 heures, soit on le réduit. Alors là, c'est un dispositif plus particulier. Moi, je ne connais pas de société aujourd'hui qui a réduit le salaire des salariés, mais on peut le mettre en place. On peut le mettre en place dans le cadre d'un accord très spécifique. Alors, pour mettre en place la semaine de 4 jours, on a plein de questions à se poser avant de se lancer dans cette grande entreprise. Donc, déjà, est-ce qu'on veut des semaines fixes tout au long de l'année à 4 jours ou est-ce qu'on va plutôt privilégier une alternance qui peut être possible, où on va avoir certaines semaines à 4 semaines et d'autres semaines à 4 jours et d'autres à 5 jours. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Autre question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on fixe la même journée off sur la semaine pour l'ensemble de nos salariés ou est-ce qu'on va mettre en place une journée off par roulement? Ça aussi, c'est une question qui est importante à se poser. Est-ce qu'on intègre les forfaits jours sur ce nouveau dispositif? Alors là, si on intègre les forfaits jours, soit on va forcément devoir toucher à leur forfait. Donc, soit on les bascule sur un décompte non plus en jours travaillés, mais en heures de travail. Donc, on retire le dispositif des forfaits jours à ces salariés-là et on les intègre dans un décompte de durée de travail au temps passé, à l'heure. Ou alors, on envisage un forfait jour réduit. Mais il va falloir nécessairement obtenir l'accord du salarié pour envisager un passage à 4 jours par semaine pour ces salariés-là. Il va y avoir également un impact sur le télétravail. Par exemple, vous avez mis en place dans votre structure 3 jours de télétravail par semaine. La question va se poser de savoir si on passe à 4 jours de présence, est-ce que 3 jours, ce n'est pas trop excessif et envisager peut-être de passer de 3 à 2 ou 1 jour de télétravail par semaine. Et enfin, donc il y a le respect, toujours pareil, des durées maximales de travail de vos salariés, où il faut être vigilant dans le cadre de la semaine de 4 jours. Il faut mettre en place un dispositif d'alerte. Donc, comment est-ce qu'on met en place la semaine de 4 jours? Donc, c'est ce que je vous disais, le cadre législatif existe déjà et donc on peut le mettre en place par accord collectif d'entreprise. Donc, avec les organisations syndicales, en tout cas le délégué syndical, ou bien avec le CSE, ou bien avec le salarié mandaté, ou bien par référendum. Donc ça, c'est le cadre juridique que vous devez mettre en place, que vous devez envisager. Ensuite, il y a la question de est-ce que je dois obtenir l'accord ou pas de mon salarié pour le mettre en place. Donc, le principe, c'est que si on conclut un accord d'entreprise sur le temps de travail, celui-ci s'applique et il n'y a pas de modification du contrat de travail de vos salariés à temps plein. C'est différent pour les temps partiels. Mais toutefois, on vous conseille quand même de rédiger un avenant au contrat de travail pour acter ce nouveau dispositif et donc faire référence à l'accord d'entreprise qui est mis en place. Comme c'est un dispositif un peu nouveau, où on ne sait pas bien si ça va prendre ou pas dans votre structure, déjà prendre la température auprès de vos salariés, savoir ce qu'ils en pensent sur ce dispositif-là, et puis ensuite plutôt prévoir la mise en place sur une phase pilote, en fait, donc qu'on peut très bien mettre en place, donc dans un premier temps par DUE, sachant que c'est à durée déterminée, donc c'est une mesure test, et voir comment ça se passe, si ça prend ou pas, et si ça prend, le pérenniser dans le cadre d'un accord d'entreprise. Donc, évidemment, on consulte préalablement le CSE et vous avez également la possibilité de laisser place au volontariat. C'est-à-dire que vous gardez le cadre de 5 jours par semaine et puis vous ouvrez la possibilité sur la base du volontariat de vos salariés. Parce que vous risquez d'avoir des salariés qui vont être contraints par exemple, les horaires de crèche ou d'école où il faut récupérer les salariés à des heures fixes sur des plages qui sont plutôt restreintes. Et donc, pour cela, ils ne pourront pas faire 8h, 18h, par exemple. Donc, plutôt que de l'imposer aux salariés, qui peut être une mesure qui potentiellement peut être négative sur l'image de la structure et voire des départs, envisager
ce dispositif à mettre en place sur la base du volontariat. Alors, on a essayé de faire un condensé, donc il y a des avantages et inconvénients. Donc, vous avez des avantages pour l'entreprise et des avantages aussi pour les salariés. Donc, sur les avantages pour l'entreprise, évidemment, ça attire les collaborateurs à avoir une journée à titre personnel. Ça plaît de plus en plus aujourd'hui. Si vous mettez en place une journée off pour l'ensemble de votre structure, ça va vous permettre de faire des économies sur les frais de locaux, des frais d'électricité, d'énergie pour l'entreprise. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut également être une mesure qui peut être prise si vous rencontrez des difficultés, des problématiques économiques. Dans ce cas-là, on va corréler la baisse de travail, passage de 35 à 32 heures, avec une baisse de rémunération. Donc, pour mettre en place ce système-là, il faut passer par un accord spécifique, ce que je vous disais un peu plus haut, ce qui s'appelle l'accord de performance collective, où là, du coup, vous pourrez imposer effectivement à vos salariés cette baisse de rémunération. Donc, ça peut être une alternative au licenciement, avant les licenciements économiques, potentiellement. Ça peut être également un moyen de négocier un gel des salaires en disant il n'y aura pas d'augmentation, mais par contre, on va tester la semaine de 4 jours. Ça peut être une idée. Évidemment, il y a aussi la question de la rentabilité des salariés. Donc, il y a un adage qui dit que salarié plus reposé égale salarié plus efficace et concentré. Ça peut être aussi une compensation pour les salariés qui ne sont pas éligibles au télétravail. Donc, pour certains qui ne peuvent pas bénéficier dans le secteur de l'industrie du télétravail, ça peut être une mesure qui peut être mise en place pour compenser en fait le fait qu'ils ne sont pas éligibles. Et puis, ça va également avoir un impact sur l'absentéisme de vos salariés, puisqu'ils ont plus de temps pour eux. Sur les avantages pour le salarié, justement, comme ils ont plus de temps pour eux, ça va améliorer leur qualité de vie. Si vous fixez la journée off au vendredi ou au lundi, ça leur permet d'avoir un week-end de 3 jours. Ils vont avoir une journée par semaine pour être dédiée à eux et à leurs besoins personnels. On peut également y voir l'économie de temps et d'argent sur le transport des salariés. Une journée par semaine où ils ne viennent pas au bureau, couplé du télétravail, ça peut être vraiment intéressant. Et aussi sur l'impact RSE aussi de l'entreprise, ça peut être aussi un marqueur de l'employeur. Et puis, ça leur permet également potentiellement d'exercer une activité par ailleurs à temps partiel chez un autre employeur, s'ils le souhaitent. Alors, sur les inconvénients pour l'entreprise et pour les salariés, donc pour l'entreprise, on peut voir, alors tout dépend de la manière dont vous le mettez en place, mais il peut y avoir un impact sur le chiffre d'affaires et la productivité. Tout dépend de votre activité également, mais ça peut être incompatible avec les exigences et les besoins de vos clients. Ça peut avoir un impact sur la cohésion sociale parce que si vous appliquez cette semaine de 4 jours par roulement, vous aurez des difficultés à regrouper l'ensemble de vos salariés sur une journée. Donc, ça peut avoir un impact sur la cohésion de groupe de votre structure. Et puis, évidemment, quand on passe de 7 heures de travail par jour à presque 9 heures de travail par jour, il peut y avoir un impact sur le risque psychosociaux au sein de votre structure. Donc, ce point-là doit impérativement être pris en compte et vous devez mettre à jour votre DURP, votre document unique d'évaluation des risques, pour évaluer le risque de RPS en cas de passage de semaine de 5 à 4 jours avec augmentation de la durée hebdomadaire du temps de travail. Sur les inconvénients pour le salarié, alors je reprends le même inconvénient, ça va être le risque de RPS, il va devoir travailler plus longtemps sur une journée, donc ça peut avoir un impact négatif sur sa santé. Si le salarié avait des heures supplémentaires, qu'il était régulièrement rémunéré sur la base d'heures supplémentaires, celles-ci disparaissent en principe, puisqu'on est déjà sur un horaire important. Donc, une perte de sources supplémentaires de revenus.
Et donc, comme je vous le disais au préalable, certains salariés peuvent être défavorables à cette mesure compte tenu de leurs contraintes personnelles parce que ça fait des journées de travail trop longues et qu'ils doivent être disponibles enfin, sur les périodes qui sont prévues. Voilà, j'en ai fini sur la semaine de 4 jours. J'ai vraiment raccourci. Je laisse la parole à Aurélie, du coup, pour la dernière thématique de ce webinaire. Oui, merci Tiffany. Alors, quelques mots sur le compte épargne-temps et sur le futur compte épargne-temps universel. Alors, le compte épargne-temps, hein, c'est un dispositif facultatif qui n'est pas connu. Alors, ça permet en fait d'accumuler dans un compte qu'on peut schématiser à une cagnotte des droits à congés rémunérés qui vont permettre de financer des congés sans solde comme un congé sympathique, un congé parental ou bien préparer un départ en retraite. Hein. Ça permet aussi aux salariés de bénéficier d'une rémunération en contrepartie des périodes de repos non prises. Alors, comment le compte épargne-temps est alimenté? Alors, il peut être alimenté en temps et en argent. En temps, il va être alimenté par les heures de repos acquises, réalisées au titre des heures supplémentaires. Les jours de congés payés peuvent aussi alimenter le CET, mais dans ce cas-là, donc c'est limité à la 5e semaine. Et classiquement, on va retrouver les jours de congés conventionnels, les jours de RTT ou les jours de repos dont bénéficient les salariés en forfait jour. Alors, le CET, il peut aussi être alimenté en rémunération, donc avec les primes ou les indemnités conventionnelles, les majorations liées aux heures supplémentaires, et on peut également les primes liées à l'épargne salariale, comme les primes d'intéressement ou les primes de participation une fois qu'elles sont disponibles. Il peut même aussi être envisagé que l'employeur abonde les droits du salarié. Comment le mettre en place? Dans tous les cas, il est indispensable d'avoir un accord collectif. Donc, ce peut être un accord d'entreprise ou un accord de branche qui vous permet de l'appliquer directement dans votre entreprise. Voilà, le prérequis est l'existence d'un accord de branche ou d'entreprise. C'est essentiel parce que c'est cet accord-là, en fait, qui va fixer les règles pratiques de gestion du CET. Alors, le CET, ça présente de nombreux avantages. Donc, ça permet encore d'attirer, fidéliser les salariés. Ça permet de financer des congés sans solde, aux salariés de se constituer une épargne salariale. L'inconvénient du dispositif, ça va essentiellement être sur le suivi, la gestion administrative de ce dispositif, avec des droits qui peuvent être élevés en cas de départ du salarié. Et voilà, également en cas de paiement des sommes, il n'y a pas d'avantage social et fiscal. Il peut y avoir des avantages sociaux et fiscaux, mais dans des cas très particuliers. Quelques mots sur le futur compte épargne-temps universel, le CETU. Alors, ce dispositif, il a été ouvert à négociation à l'initiative du gouvernement et entre les partenaires sociaux à la suite de la réforme sur la retraite en 2024. Donc, l'idée, c'est de bâtir un nouveau pacte de la vie au travail. Alors, vraiment très, très rapidement, parce que je vois qu'on on a débordé un peu sur l'horaire. À ce jour, il a seulement été signé par un syndicat patronal, le MEDEF, la CGPME n'ont pas adhéré à l'accord national interprofessionnel. Donc, l'accord national interprofessionnel nécessitera une loi pour être effectif pour tous les employeurs. Ça permet en fait aux salariés de bénéficier d'un compte épargne-temps pour son activité salariée dès lors qu'il aura au moins 16 ans et il va pouvoir bénéficier de ce compte épargne-temps universel jusqu'à son départ en retraite. Il pourra être alimenté par des droits à repos ou par des éléments monétaires du salarié et il serait géré par la Caisse des dépôts et consignations et sur le plan administratif, il serait géré par le biais des déclarations sociales nominatives lorsque le salarié voudrait utiliser ce compte épargne-temps universel qui pourrait lui permettre de bénéficier d'actions de reconversion ou de temps de repos dans des situations
bien spécifique. Donc, je termine en vous rappelant que ce dispositif nécessitera l'adoption d'une loi pour être effectif. Donc, ce nouveau dispositif sera bien entendu à suivre dans les prochains mois. Donc, nous en avons terminé avec cette présentation et je vais laisser la parole à Valérie qui va conclure ce webinaire. Merci, mesdames, pour cette présentation. Quel serait le dispositif le plus adapté à vos besoins? La question est posée, hein. Nous avons vu que les dispositifs sont nombreux, variés. Reste à savoir quel dispositif est adapté à votre entreprise, à votre activité ou à la typologie de vos salariés. Je vous laisse le soin, pour répondre à cette question, de vous rapprocher de nos équipes qui vont pouvoir vous accompagner dans la mise en place des solutions les plus adaptés à votre cas de figure. Nous avons répondu à l'ensemble des questions. Concernant le support, oui, pas de problème, vous allez le recevoir. Je vous laisse le soin de répondre à ce questionnaire de satisfaction. Donc, 2 solutions, soit vous flashez le QR code, soyons un peu modernes, soit vous allez recevoir un mail qui va vous envoyer le questionnaire de satisfaction. Ça vous permettra d'avoir le support. Et puis surtout, ça vous permettra aussi de donner vos souhaits de thèmes pour les prochaines présentations. Si vous êtes intéressé par des sujets RH, paye, digital RH, faites-nous en part. Et puis, nous reviendrons avec grand plaisir vers vous. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite un très bon appétit. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir et merci pour votre attention.